Laurent Roland Tonriquez, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Ouma Adéanjou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour à tous. Libération parle de NCA Bank, s'interroge à sa une et dit que NCA Bank crée-t-elle la diversion, mais plus loin, le matinal dit la part de vérité de NCA Bank. Nous allons mettre tout ça ensemble pour voir quel regard vous portez sur ce qui se passe. Revenons à cette déclaration du procureur de la République, M. Mario Metonou. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Romeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Romeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bokor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine. Ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bokor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Romeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Romeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bokor a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. Un compte donc ouvert dans les livres de NCA Bank qui, au lendemain de la déclaration du procureur, a envoyé un communiqué, une déclaration pour apporter quelques éléments donc au dossier. Et voilà, affiché à l'écran ce communiqué. Et nous avons pris connaissance de la déclaration de presse faite le 25 septembre 2024 par M. Mario Metonou, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Cotonou, en République du Bénin. Dans cette déclaration, il est fait mention d'un compte bancaire ouvert dans les livres de NCA Banque Côte d'Ivoire. Nous déclarons qu'il n'existe aucun compte ouvert au nom ou pour le compte du commandant de la garde républicaine du Bénin dans les livres de NCA Banque Côte d'Ivoire. Nous déclarons que le concerné est plutôt titulaire depuis le 9 juillet 2024 d'un contrat d'assurance NCA Prestige souscrit auprès de NCA Vie Assurance en Côte d'Ivoire. À ce jour, les versements reçus pour ce contrat s'élèvent à 55 millions de francs CFA. Le groupe NCA a décidé de transmettre au procureur spécial tous les justificatifs relatifs à ce contrat. Cette déclaration est faite pour contribuer à la manifestation de la vérité aux côtés des autorités de la République du Bénin. Fait à Abidjan le 26 septembre 2024, Jean Kakou Diagou, président du groupe NCA. Laurent Roland Tonriquez, il y a quand même que la déclaration précise
que tout cela permettra à contribuer à la manifestation de la vérité. Mais aussi, il y a une nuance à faire entre NCA Assurance et NCA Vie Assurance et NCA Banque. Dans le communiqué du procureur, on entend NCA Banque. Oui, en fait, le groupe NCA a le volet assurance et le volet banque. Et donc, dans le communiqué, en tout cas dans la déclaration du procureur, il est fait mention de NCA Banque. Par contre, le PDG, en tout cas du groupe NCA, précise que c'est plutôt au niveau du NCA Assurance que le commandant de la République a souscrit une police d'assurance, en tout cas prestige. Et donc, j'estime que ce n'est pas la même chose. En tout cas, c'est pas la même chose à proprement parler. Très bien. Alors, à la une de Libération, on lit NCA Banque crée-t-elle la diversion? On se demande, elle devrait plutôt jouer la carte de la prudence à l'heure de l'intelligence. Moi, je n'y comprends pas grand-chose. Non, est-ce que le groupe NCA Banque Côte d'Ivoire crée la diversion? Non, c'est une question de crédibilité d'une institution financière, d'un groupe financier. Parce que quand on en arrive à dire que des gens ont ouvert un compte au nom d'un individu dans votre banque et qu'au détour de ça, on dit que c'était prévu pour... pour un coup d'État, encore que l'intéressé, même si ce n'est pas lui qui allait ouvrir le compte, et que c'est d'autres personnes qui ont ouvert le compte en son nom. D'habitude, on sait très bien que pour ouvrir un compte, il faut que l'intéressé soit présent. Mais dans le cas d'espèce, on dit qu'on a ouvert un compte en son nom. Déjà, ça participe à la crédibilité du groupe, et donc c'est pas je ne pense pas que ce soit de la diversion. C'est beaucoup plus pour jouer pour la manifestation de la vérité, pour savoir et situer les responsabilités. Parce que c'est au fait de dire que le groupe NCA est un groupe, puisque vous savez très bien, nous sommes à l'ère du djihadisme, du terrorisme, c'est au fait de dire que ce groupe participe au djihadisme, au terrorisme, tout ce que vous voulez, et à la déstabilisation des États, et donc c'est normal que le groupe réagisse. C'est vrai que, oui, malheureusement, ça vient contredit ce qu'a dit le procureur spécial de la Criette. On va revenir sur cet aspect dans un court instant. Je vais me tourner vers donc Ouma. Ouma, quand même, il est normal que NCA Banque lave son honneur. Oui, c'est une grande banque. C'est une grande banque. Il s'agit de la crédibilité d'un groupe, mais au-delà même de la crédibilité du groupe, il s'agit également de la probité d'un homme, Jean Kakou Diagou, qui a créé ce groupe-là depuis un moment. Depuis des années. Voilà, qui a vraiment, enfin, c'est un groupe qui a vraiment prospéré, qui a travaillé pour mettre ce groupe en place. Je ne défends rien, hein. Je ne dis pas qu'il a raison ou il a menti, non, c'est pas mon objectif, mais il a le droit quand même de pouvoir monter au créneau et de dire non, il s'agit plutôt de ci que de ça. Donc, vous voyez un peu, voilà, il clarifie les choses. Moi, je pense que c'est même très citoyen d'agir comme ça. C'est même très bien apporter, comme on appelle, des éléments de preuve, donc à une enquête judiciaire. Moi, je pense que c'est quelque chose de très bien. Et il faut d'ailleurs même féliciter carrément Jean Kakou Diagou. Oui, au-delà de Jean Kakou Diagou, c'est aussi l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est tout fait de dire que oui, la Côte d'Ivoire devient maintenant, comment vous appelez? Ou bien c'est de là-bas que vient le danger. Oui. Vous savez, Jean Kakou Diagou a travaillé durement pour que le groupe NCA s'impose en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, n'oubliez pas que c'est le NCA qui a racheté toutes les banques, Diamond Bank au Bénin et autres dans la sous-région. Donc, quelqu'un qui a travaillé comme ça pendant des années dans le lac, en tout cas, crédibilité, qui a réussi à avoir des résultats, et quand on arrive à sortir des informations comme ça, c'est normal que le premier responsable, monte au créneau pour situer les responsabilités. Et là, je crois que c'est pas pour autant mauvais en soi. Revenons maintenant à votre intervention. Comment peut-on expliquer, peut-on dire que le procureur spécial n'a pas eu tous les éléments? Est-ce que l'erreur se trouve à un niveau donné ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Je continue de dire que cette affaire a des similitudes avec des affaires dans le passé. Parce que après, on vous dira que les preuves ne sont pas suffisamment réunies, malheureusement. Dans le cas d'espèce, on a montré une image sur un portable comme quoi c'est le compte. On n'invente rien. Oui. Hein. On a vu, si il nous le permet, Marcel, on a vu les images circuler quand le procureur intervenait.
revoir ces images-là. On a montré une image sur un portable comme quoi c'est la preuve qu'un compte aurait été ouvert au nom du commandant en Côte d'Ivoire. Et c'est la preuve qu'on nous a montré, sans document officiel. Ouais, voilà le téléphone qui passe à l'écran. Sans document pour autant. Donc, est-ce qu'en réalité, le procureur a été induit en erreur à ce niveau? Posons-nous la question. Parce qu'on a montré juste une image sur un portable. Et d'ailleurs, même dès les premières heures de l'image, des gens sont revenus à remettre en cause effet de fin de police. Il y a un terme comme ça qui est utilisé, et puis on a mis 2034. Et les gens posaient la question de savoir pourquoi c'est 2034. Oui, c'est l'assurance. Oui. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la personne a souscrit jusqu'en 2034. Non, on parlait de la banque, on ne parle pas d'assurance. Ah, d'accord. Donc, mais d'autres spécialistes sont venus expliquer, moi, je n'ai pas voulu me casser la tête avec ça, je ne suis pas économiste, financier. Mais il y a déjà une polémique à partir de ça le jour-là. Donc, on a dit peut-être au commandant qu'on lui a ouvert un compte en Côte d'Ivoire, on lui a montré les images par WhatsApp, on lui a envoyé ça, il a reçu, et puis peut-être c'est ça qu'il a montré. Est-ce que véritablement les autorités judiciaires ont pris le soin de vérifier si ce compte existe bel et bien avant de peut-être monter au créneau pour en parler? En temps normal, est-ce que les autorités judiciaires auraient dû procéder ainsi? Bon, peut-être qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être d'autres personnes qui pourraient la poser du côté de la Côte d'Ivoire. Mais je ne dis pas tout de go qu'ils ne l'ont pas fait. Je porte des gants en disant, est-ce qu'ils l'ont fait ou bien peut-être ils ne l'ont pas fait, ça leur a échappé à un moment donné, parce que sur la base du message qu'on a envoyé à l'autre qui leur a présenté, et donc ils se sont basés sur ça. Et compte tenu de ce que peut-être, comme ils l'ont dit, ils auraient retrouvé de l'argent cash, 1,5 milliard chez le ministre, donc c'est suffisant pour qu'on brandisse aussi le preuve là pour dire que voilà, c'est du concret. Donc c'est à ce niveau que ça fait mal, parce que n'oubliez pas, et quand je parle de similitude, n'oubliez pas qu'en 2012, quand il y avait une affaire en ce sens, on disait à l'époque qu'il y a eu insuffisance de preuves parce que comment est-ce que les produits sont acheminés vers le Bénin? Il y a eu un non-lieu qui a été prononcé. Oui, mais on avait parlé de comment est-ce que les produits ont été acheminés, les produits toxiques ont été acheminés vers le Bénin par un avion Air France alors que ce n'était pas possible. Donc là maintenant, on sort encore une situation banale qui, en réalité, qui pourrait remettre tout en cause. Pour dire, parce qu'il n'y a pas, parce que NCA Côte d'Ivoire vient de dire que ce n'est pas vérifié, ce qu'a dit le procureur. Donc déjà, une preuve tombe déjà à l'eau. Et peut-être que l'autre, le commandant, avec son histoire de prestige, assurance, c'est un autre débat. Mais là maintenant, c'est qu'une preuve tombe à l'eau. Okay. Et qu'est-ce que on va faire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai pu voir la suite de la une de Audace Info qui dit que et si Olivier Bokor, Audace Info. Et si Olivier Bokor était innocent? Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pourquoi je dis aux gens, calmez-vous. Attendons l'issue de ce procès pour tirer les conclusions. Pourquoi? Parce que, malheureusement, on dit que Olivier Bokor se rendait chez le chef de l'État quand on l'a interpellé. Alors, et puis après, depuis qu'il a été interpellé, on ne sait pas où il est. On ne nous a pas dit clairement où il est. On a évoqué des questions de prise de soulèvement, ce qui éventuellement n'aura pas lieu, parce que vous comprenez très bien clairement que quand vous regardez l'indifférence des citoyens béninois aujourd'hui, personne ne... Et ils disent ouvertement d'ailleurs que c'est une affaire de famille. Les riches se battent là-bas. Et c'est une affaire de famille. Et donc, quand je regarde tout ça, est-ce que véritablement, dans ce qui est dit là, ce qui se fait là, est-ce que véritablement on pourra coincer Olivier Bokor? Parce que ces avocats trouveront des arguments pour dire, écoutez, il n'en est pour rien, parce qu'il n'était pas, au moment où on a interpellé le ministre, l'ancien ministre et le commandant, il n'était pas là. Et si entre-temps, il n'y a pas de traçabilité de message entre les deux, ça pourrait tomber à l'eau également. Donc, c'est vrai qu'il est annoncé, je l'ai dit, de gros bonnets. Aujourd'hui, normalement, on devait le présenter à la cueillette. Oui. J'ai pu lire. Ce qui est sûr, l'un dans l'autre, certains parmi eux seront déposés. Bien évidemment, ils peuvent être déposés après, l'issue va déterminer autre chose. Mais toujours est-il qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi ciblées dans ce dossier. J'ai parlé d'un gros bonnet opérateur économique, je l'ai dit il y a depuis 2 jours, et c'est vrai que normalement le procureur, ça m'a même surpris que le procureur n'en parle pas quand il a fait sa sortie, mais on attend de voir. C'est vrai qu'il était en voyage cet opérateur économique. Est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il a réussi à mettre la main sur lui? Est-ce qu'il est rentré? Ah oui, attention, si vous étiez à sa place, vous allez rentrer? Non. Donc comprenez que c'est évident, que ce n'est pas évident qu'il rentre, s'il n'est pas encore rentré. Donc il y a d'autres acteurs également qui sont cités. On attend de voir l'issue. Moi, je continue de dire
n'allons pas très vite en besogne. Ce dossier, c'est un dossier assez complexe. Et c'est l'issue qui nous déterminera si, en réalité... Donc, on va laisser la justice faire son travail. Attendons de voir, parce que c'est l'issue qui nous permettra de dire si véritablement on ne se joue pas du peuple béninois ou bien si ce n'est pas une stratégie bien en place. On fait confiance à la justice, comme nous l'a demandé le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint Wifi Léa Vongweji. Oumar Deyanju, je me retourne vers vous. Info matin de ce matin, on va nous l'afficher. J'ai quand même vu un titre qui a retenu mon attention et c'est sur ça que je vais vous poser ma question. Affaire atteinte à la sûreté de l'État vers la requalification des faits. Je ne sais pas si vous êtes juriste. Voilà, je ne suis pas vraiment juriste. Je ne connais pas les procédures en matière de justice. Donc, je ne sais pas si on va vers ou pas la requalification des faits, mais tout ce que je peux dire, c'est que ce qu'on reproche à ces deux messieurs, enfin, à Omeki et Olivier Bokor, c'est suffisamment grave. C'est suffisamment grave. Au départ, on parlait d'atteinte à la sûreté de l'État, mais on parle désormais de coup d'État. Je ne sais pas comment est-ce que tout ça sera requalifié, mais ce qu'il faut reconnaître par rapport à tout ce qui vient d'être dit par Laurent, c'est que moi, je pense que le procureur de la République donne les informations au fur et à mesure qu'elles lui parviennent. C'est-à-dire, il dit, voilà une preuve qui est sur un portable. Cela ne veut pas dire forcément qu'il ne cherche pas à aller vérifier si cela est vrai ou pas. Peut-être que, enfin, dans tous les cas, la justice suit son cours. Comme l'a dit Roland, restons tranquilles. Suivons et comment est-ce que la procédure va évoluer, suivons les rebondissements et on va voir tout ce qui va se passer après. Et puis, NCA qui fait une déclaration, moi je ne pense pas que ce soit de la diversion. NCA fait sa déclaration pour laver son honneur. Ça, on l'a déjà dit. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas dit qu'il n'y a pas de traces de, de données TVO et directes dans leur registre à eux. Mais seulement que ce n'est pas dans les mêmes secteurs. Ce n'est pas dans le secteur bancaire et les sommes ne sont pas les mêmes. Voilà, et on a parlé de 55 millions donc du côté de NCA Vie Assurance. Voilà, le montant reçu. Le 9 janvier ou le 4 janvier 9 juillet, voilà, 9 juillet 2024. 55 millions, ce n'est pas de l'argent pour acheter du bonbon. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Voilà, donc sur ce point également, il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi s'appesantir en ce qui concerne les autorités judiciaires pour savoir d'où provient également cet argent. Est-ce que c'est M. Dieudonné lui-même qui l'a mis là ou l'a-t-il reçu? C'est quand même un militaire au Bénin, 55 millions. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour réunir tout ça. Donc, c'est beaucoup de questions. Il économise. Voilà, il économise, vous avez dit. Bon, l'affaire est très sérieuse, restons très sérieux. Non, je suis sérieux. Donc, la justice doit pouvoir se pencher également sur ce cas-là. Moi, je pense que dans cette affaire, Laurent a déjà tout dit. Restons vraiment sereins, calmes et regardons. Et gardons cette sagesse-là. Peut-être que c'est le moment aussi de revenir sur ce mot-là de ce grand sage béninois qui a dit qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse. Vous savez, c'est simple, c'est facile à dire. Dans ses flots. Vous voyez, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent le prononcer. C'est la sagesse d'un homme. Le destin a voulu qu'on garde dans l'éternité. Au-delà de la sagesse, c'est la bouche de Jésus qui peut prononcer ça. Bon. Donc, il a pris par lui pour prononcer. Le catholique en vous parle. Je suis d'accord. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose de très important. J'espère qu'on va continuer tous à répéter cette phrase-là comme un mantra, de sorte que ça imprègne complètement même nos ADN, afin qu'on gagne un peu de cette sagesse-là, de ce grand homme qui a vécu également au Bénin. Parce que nous avons besoin beaucoup de sagesse en ce moment. C'est deux personnes qui se déchirent. C'est deux amis qui se déchirent. Et cela aura forcément des implications, au-delà même du plan politique, dans leur propre famille, dans les affaires. Peut-être qu'ils ont des sociétés qui gèrent ensemble. Imaginez comment tout ça va se passer. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Restons sereins, laissons la justice suivre son cours. Chacun a le droit d'interpréter comme il veut. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Oui, déjà avec les affaires de 2012, ça a eu des répercussions sur toutes les deux familles. J'en sais quelque chose. C'est pratiquement aujourd'hui une mésentente notable dans les différentes familles. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est le même phénomène qui se reproduit malheureusement. Et c'est pour ça que je dis attention, parce que d'aucuns disent qu'ils veulent attendre pour voir véritablement si Patrice Talon va jeter Olivier Bokor en prison.
C'est l'attente de beaucoup de Béninois pour voir. Moi, je pense que Patrice Talon lui-même devait attendre que la justice dise quelque chose par rapport à tout ça. Et donc, au-delà de ça, je crois que vous avez fait bien de préciser la question de assurance prestige, je ne sais quoi, en Côte d'Ivoire, où on trouve 55 millions sur le compte du commandant de la garde républicaine. C'est aussi une question sur laquelle, en tout cas une situation sur laquelle on doit s'interroger. Et vous savez, il se suffit que c'est le commandant qui aurait filé la mèche, et que, bon, par conséquent, voilà. Mais malheureusement, une situation qui prévaut comme ça, parce que NCA Assurance, Côte d'Ivoire, le livre, malheureusement. Et donc, pourquoi n'a-t-il pas souscrit à cette police d'assurance, sachant qu'il y a NCA Assurance au Bénin Et c'est en Côte d'Ivoire, il va le faire. Donc, autant de choses sur lesquelles je crois que... Voilà, donc la justice béninoise aussi a encore du boulot sur ce dossier. Cela me fait penser à la déclaration des biens dont parle Fraternité, nouvelle règle en vigueur. J'ai entendu sur une radio des gens se plaignent, qui n'étaient pas contents du fait que aujourd'hui on parle de déclaration de biens, on cite des gens, et puis alors que des gens qui devaient faire leur déclaration de biens n'avaient pas eu à faire leur déclaration de biens. Bon, j'ai suivi des gens qui appelaient sur une radio, mais aujourd'hui, Fraternité parle de déclaration des biens. Affichez-nous Fraternité, avec votre permission, bien sûr, Marcel. Nouvelles règles en vigueur, déclaration des biens au Bénin, les nouvelles règles en vigueur, l'assiette de contrôle s'élargit, la lutte anticorruption s'intensifie. D'abord, Oumar Yandjou, on n'a pas vu les députés déclarer le bien, par exemple. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous déploré. C'est quelque chose contre lequel on est tous. C'est-à-dire, tout le monde est contre ce fait-là. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut bien qu'on commence un jour à faire ces déclarations-là. Il faut bien qu'on sache ce que quelqu'un a, ce qu'une personne a, avant de venir donc dans l'appareil politique, pour ne pas que la politique devienne finalement le moyen de s'enrichir. Et c'est la preuve aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Dès qu'on est devant le bien public, on s'accapare le maximum, et finalement, les lignes budgétaires pour lesquelles tous ces sous-là sont destinés, finalement, où est-ce que ça va? Ça va dans la poche d'individus qui deviennent immensement riches. Peut-être qu'il était simple, je ne sais pas moi, ouvrier. Dès qu'on l'a nommé, il devient si. Donc, moi, je pense que cette réforme-là, dans ce secteur, c'est essentiel pour moi. Il y aura toujours des réfractaires, il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord, mais moi, je pense que c'est essentiel. Il faut assainir ce secteur-là. Et l'assainir, mais il ne faut pas non seulement protéger ces... Enfin, il ne faudrait pas qu'il y ait seulement, que ce soit des lois seulement réservées pour certaines catégories de citoyens. Il ne faut pas réserver ça seulement à une certaine catégorie de citoyens. Il faudrait que ce soit tout le monde. Vraiment tout le monde, vraiment. Le président de la République, avant de venir au pouvoir, qu'est-ce qu'il avait comme bien? Il faut qu'on le sache. Les députés, qu'est-ce qu'ils avaient? Les commissaires de police, ainsi de suite. Toutes ces personnes-là qui sont censées, qui peuvent être corrompues, on doit pouvoir donc savoir ce qu'ils ont avant qu'ils ne briguent donc les postes étatiques. C'est très important parce que les biens aujourd'hui qui doivent servir au peuple sont détournés, sont mis dans les poches des individus. Des gens deviennent peut-être même, comment on appelle, directeurs, enfin, je ne sais pas si ça se passe encore aujourd'hui, directeurs de la douane, des recettes, des choses comme ça. Et puis, bizarrement, du jour au lendemain, mais il devient immensement riche et personne ne se pose de questions. Il part de zéro pour devenir des héros. Des héros, des héros financiers. Donc, il y a un problème. Du prolétariat à la bourgeoisie. Voilà, on a besoin aujourd'hui que l'argent de l'État travaille véritablement pour le peuple. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque moi je fais mes factures pour mes prestations, on me dit non, on doit me prélever, comment on appelle, immédiatement, comment ils appellent ça? La TVA. La TVA. TVA, il y a AIB, voilà, toutes ces choses-là. On nous prélève ça désormais. Et de sorte qu'aujourd'hui, sur la plateforme, quand tu n'as pas de l'argent sur ton compte Momo, pour qu'on puisse te prélever immédiatement. Tu ne peux plus sortir une facture normalisée. Vous vous rendez compte? Donc, si on applique cela au peuple, il faudrait que cette règle également soit appliquée, mais à tous ceux qui sont au sommet de l'État. Moi, je suis d'accord pour que tout le monde paye ses impôts, mais je suis d'accord également pour que chaque ligne budgétaire destinée à faire un travail puisse être, c'est-à-dire utilisée de manière bien sciente. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens regardent, c'est l'argent de l'État, attends, je prends ma part, parce que quand ça va arriver là-bas, il va prendre sa part. Non, il faut que ça s'arrête à un moment. Il faut que ça s'arrête à un moment. Si tu as une maison, avant d'aller au pouvoir,
et que tu gagnes peut-être 450 000 francs par mois, 500 000 francs par mois, on sait ce que ça peut te permettre de faire globalement. Que tu sois l'homme le plus économe au monde, on va voir qu'est-ce qu'il peut réaliser avec ça. Mais si tu reçois avec des châteaux après, des voitures hors de prix, des choses, des voitures de luxe, et c'est des Bugatti. Donc, à partir de ce moment, on se pose des questions. Où est-ce que tu as reçu cet argent? Comment est-ce que tu l'as eu? On fait des enquêtes. Moi, je pense que c'est important qu'on puisse donc faire des réformes dans ce secteur-là également. Laurent, je ne sais pas si vous avez eu le temps de checker un peu ce code, tout ce qui a été inscrit. J'ai pas besoin de code. Je ne sais pas ce qui énerve certains citoyens. Je ne sais pas. De toute façon... Non, c'est qui les élèves, vous l'avez dit. Il ne faudrait pas que ce soit réservé à une certaine catégorie. Si au sommet, personne ne déclare et vous voulez faire déclarer les petits... Moi, j'ai pas... C'est ce qu'il disait, l'interpellant sur la radio, que on veut les autres, au sommet, les gens n'ont pas déclaré leurs biens et maintenant on veut contraindre d'autres. Oui, en fait, moi, je n'ai pas... J'ai pris soin de lire un peu, mais je ne suis pas allé en profondeur. Ce que je remarque, c'est que question de déclaration de patrimoine, ça existait depuis. Ceux qui sont là, depuis 2016 là, combien sont-ils à déclarer? C'est ce qu'on n'a pas fait. Jean-Baptiste Elias s'est monté au créneau à plusieurs reprises pour dénoncer ça. Bien au contraire, on sait comment ça a fini avec lui. Donc pour vous dire quoi, est-ce que c'est pas du leurre? Parce qu'en fait, on veut contraindre les gens à la soumission et puis après, on corse et puis après. Parce que qu'on ne le veuille pas là, certains acteurs politiques continueront à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire et ils construiront des maisons. Combien sont-ils à avoir des maisons à l'extérieur du Bénin? Ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent entre eux. Ils savent combien ils sont actionnés dans des entreprises hors du Bénin. Ils savent combien ils sont peut-être partie prenante de tel projet hors du Bénin. Donc, en fait, moi, je pense que si on doit vraiment appliquer ça, qu'on quitte la diversion et qu'on applique ça. C'est vrai que c'est malheureux que c'est à la fin du mandat de Patrice Talon, pratiquement, qu'on y met assez de force. On aurait pu mettre assez de force, parce que la loi existait déjà. Pour la déclaration du patrimoine, ça existait depuis. Donc, chaque gouvernant, ministre, député devait déclarer. Mais on a fermé les yeux sur ça et c'est vers la fin qu'on commence par sortir une liste pour dire, voilà, ceux qui doivent déclarer leurs biens. Véritablement, si on le fait, que tous ceux qui nous dirigent depuis 2016 aussi déclarent leurs biens pour nous dire combien de maisons ils ont construites de 2016 à aujourd'hui, combien de voitures de haute gamme ils ont achetées de 2016 à aujourd'hui, combien de femmes ils ont prises encore, une maîtresse ils ont dans les... Non, les femmes ne sont pas dans les déclarations. C'est un patrimoine. Non, pas du tout. Non. Le charme joue de ce côté-là. Le problème, c'est que quand vous avez... Le problème, c'est que... Vous en savez quelque chose. Le problème, c'est que... Un charmeur comme vous savez que l'argent compte très peu dans ce secteur. J'ai charmé votre soeur, par exemple. Le problème, c'est que quand vous avez une maîtresse, la plupart du temps, ces gens qui, quand ils ont une maîtresse, ils se construisent des maisons à leur maîtresse. C'est pourquoi ils parlent de ça. Donc, en déclarant les maîtresses indirectement, on connaît les maisons qu'ils ont construites. Non, d'accord. Non, pour dire, en réalité, c'est bien de voter la loi. J'espère que tous les députés seront prêts à déclarer leurs biens, parce que le plus souvent, c'est eux qui votent les lois et qui, malheureusement, n'appliquent pas les lois sur le terrain. Ou parfois, il y en a parmi eux qui ne comprennent même pas ce pourquoi ils ont voté les lois, ne comprennent pas les lois. Donc, il faut les aider à comprendre. S'il faut organiser un séminaire, comme parce qu'ils ont l'habitude d'organiser des séminaires d'appropriation, organiser ça pour que les députés puissent comprendre la loi, aller s'approprier la loi qu'eux-mêmes ils ont votée. Et puis après, qu'ils viennent déclarer leurs biens. Parce que vous imaginez que, vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, on a interpellé un député parce qu'on a vu 700 millions sur son compte. S'il avait déclaré ses biens au départ, parce qu'au moins, lui, je ne le défends pas, mais je le connais très bien, Noutaï, quand même. Dans la commune de Zé, c'est l'un des grands producteurs. Il a une ferme, beaucoup de fermes, il a un cheptel, en tout cas, assez important. Et donc, beaucoup de têtes de bœufs comme ça peut lui valoir le montant qu'on a vu, mais au fond, il n'a pas déclaré au départ. S'il avait déclaré au départ, il pouvait se justifier aussi facilement. Donc j'estime que chacun d'eux, puisqu'il y en a parmi eux qui sont des opérateurs économiques avant de venir en politique, je ne vais pas parler des carriéristes et en réalité qui n'ont aucune expérience professionnelle, qui viennent en politique et qui ont fait toute leur fortune en politique. Je ne parle pas de ces personnes. Mais je parle quand même de ceux-là qui avaient quand même quelque chose, en tout cas, comme patrimoine avant de venir en politique, qui doivent pouvoir faire l'effort d'expliquer ça, de présenter ça, pour que demain on ne les poursuive pas pour blanchiment de capitaux ou je ne sais quoi. Parce que c'est vite arrivé. Avec cette loi, attendez très bien,
il y aura beaucoup de jeux politiques en la matière. Encore. Parce que, oui, attention, si Amaury Agua, vous êtes député et qu'on connaît le salaire que vous gagnez, et qu'après, on sait que vous dérangez un peu, et qu'après, par derrière, on vous donne de l'argent. Peut-être vous prenez 25 millions dans une mallette, et puis après, vous allez verser sur un compte, et puis on vous dit de justifier. Vous allez justifier comment? Est-ce que vous allez dire que c'est moi qui vous ai donné l'argent? Est-ce qu'il y a des preuves que c'est moi qui vous ai donné l'argent? Donc les gens doivent faire suffisamment aussi attention à ce niveau. Parce que vous allez bien déclarer vos biens, on va connaître votre salaire, votre rémunération, tout ce que vous gagnez. C'est pas tout l'argent qu'on met sur des comptes. Ah, mais attention, oui, mais justement, dès lors que quelqu'un vous remet l'argent, la même personne peut vous tracer pour dire, allez fouiller sa maison, on peut trouver 25 millions. Ah oui, et là, on vous plonge. Donc, il y a nécessité pour tous les acteurs politiques de faire très attention maintenant. C'est bien beau de déclarer, c'est bien beau de faire les choses, mais j'estime véritablement qu'il faut être vigilant également, parce que là, beaucoup de personnes seront cueillies. Parce qu'il y a aussi la loi sur le blanchiment des capitaux, hein, donc c'est vite à faire, parce que vous voyez, Info Matin par matin, ce matin, de requalification des faits. Oui. Et donc, on pourrait, après, nous dire, bon, écoutez, avec les informations fournies, avec les preuves, ce n'était pas vrai, peut-être que c'est au cours d'une discussion que l'autre a dit, bon, ici, il faisait un coup d'État, et que, bon, maintenant, c'est un blanchiment de capitaux. Donc, c'est vite arrivé, ça, et tout le monde sera berné. Et c'est pourquoi il dit aux gens, soyez vigilants, ne tombez pas dans le piège. Observons le cours des choses. Donc, observons et soyons prudents. J'ai dit aux gens, ne relayez pas pour relayer, n'écrivez pas pour écrire, ne parlez pas pour parler. Soyez très prudents parce que c'est des acteurs qui sont dans un schéma donné, en tout cas dans une situation de pas schéma, situation donnée, et ça peut se retourner contre vous. Parce que les loups, même si on dit qu'ils ne se mangent pas, ils ne se mangent pas entre eux. En politique. Il est fort. A dit que c'est possible en politique. C'est politique et ça peut se retourner contre vous. Et puisque je fouillais mon téléphone tout à l'heure parce que je savais que j'avais lu un titre qui avait retenu mon attention et qui nous concerne. C'est à la une de Info. Non pas Info Matin, à la une de Dynamisme Info. Dynamisme Info de ce matin, nous allons à la HAC. Le journal parle du président de la HAC. Je lis couverture sans exigence de contrepartie financière des activités de la HAC. Locaux appellent aux promoteurs d'organes de presse ce qui devra les guider. Non, j'ai lu le communiqué. Un communiqué? Oui, j'ai un certain communiqué, j'ai lu ça. Bon, je crois que ce n'est pas... Moi, l'expérience que j'ai faite, je ne suis jamais allé couvrir un événement à la HAC. Je pense que le président parle des couvertures à la HAC, non? Oui. À la HAC? Oui. Je ne suis jamais allé couvrir un événement à la HAC. Non, en fait, c'est même pas... J'ai reçu de PEDIEM, non? Il ne parle pas de PEDIEM qui parle. Il parle de ce que... Un contrat? Oui, en fait, quand il y a des activités à la HAC, les gens demandent des bons de commande. Ah oui. Ils font des factures à la HAC. C'est ce qu'ils dénoncent. À première vue, en fait, je pense qu'il n'a pas tort. Parce que c'est une institution qui régule les médias au Bénin. Et donc, par conséquent... Et ces activités sont essentiellement sont liées à la presse. Donc, je pense quand même que... A priori, ce n'est pas mauvais ce qu'il dit. C'est bien normal. Mais il y a un problème. Moi, je dis, je suis d'accord pour son communiqué. Mais à côté, il a dit qu'il va se battre pour l'aide à la presse. Oui, mais justement, dans un pays où la presse n'a pas d'aide, n'a pas de financement public, d'accord? C'est normal que les médias veuillent survivre. Parce que ce n'est pas tous les médias qui ont, par exemple, de contrat avec l'État. Il y a des médias qui fonctionnent. Quand je prends la presse écrite, par exemple, quand vous allez à l'imprimerie, vous n'allez pas danser à l'imprimeur. Prenez même Dynamisme Info. Oui, mais ce n'est pas pour aller danser à l'imprimeur. Vous devez payer. Donc, une page qui prend le communiqué de la RAC, par exemple, c'est de l'argent. Donc, j'estime que oui, c'est vrai qu'on doit couvrir tout de go d'office les activités de la RAC sans contrepartie, mais il faut que la RAC travaille maintenant à ce que nous puissions avoir l'aide à la presse privée. Il a promis. Oui, il a promis, oui. Donc, ça veut dire quoi? Dès lors qu'il sort ce communiqué, il doit maintenant commencer à travailler pour que d'ici 6 mois, au moins, qu'on ait ça. Parce qu'il y a le budget, il y a le budget qui sera voté. Et déjà, le budget de l'Assemblée nationale est acté. Les députés vont se pencher sur l'État. Le budget est 6-2025. Et déjà, dans ce budget, on a déjà prévu ce qu'il faut commencer par faire pour les élections. Mais à aucun moment, on a entendu qu'il y a été quelque chose qui est prévu. C'est vrai que depuis là, il a dit que quelque chose est prévu toujours dans les budgets pour la presse. Pour la presse, mais on n'obtient pas. On n'obtient pas. Donc, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut travailler. Parce que vous voyez, les médias, oui, font un travail, les médias payent des salaires, les médias payent des charges, l'électricité, ce genre de choses. Donc,
Et puis, dans le communiqué, au-delà du communiqué, j'estime qu'il faut situer pour dire clairement que ce qu'il dit ne concerne que la RAC. Parce que c'est trop facile que de voir des institutions de la République monter au créneau encore pour dire aussi qu'ils font un travail pour la nation et que les journalistes doivent venir couvrir gratuitement. Jamais. Les médias, attends, voilà, merci. Jamais. Moi, je le dis jamais, jamais, hein. Jamais. Jamais. Les institutions ont le budget et la RAC, c'est notre... c'est notre institution de régulation. Ça, voilà. Institution de tutelle. Oui, voilà. Donc on peut tutelle même, je ne suis pas sûr. C'est régulation. De régulation. D'accord. C'est le ministère qui est tutelle. Oui, donc on doit concéder ça à la RAC. Mais Cour constitutionnelle au Cour suprême, vous devez sortir l'argent parce que vous avez vos budgets aussi. Donc il n'y a pas de complaisance dans la matière. Si vous nous appelez, on va vous faire facture. Oui, mais bon, si on est en contrat. Moi, j'aurais été... Non, attendez, je vais vous poser la question. Non, les institutions, ce n'est pas le contrat avec le gouvernement. Et c'est ça aussi l'amalgame. Parfois, parce qu'on a contrat avec le gouvernement, et puis les institutions nous appellent pour dire, vous avez contrat avec le gouvernement. Non, bah attention, chaque institution a son budget. Ah non? Donc, il y a même un budget de communication. Oui, il y a un ligne pour la communication. Pourquoi vous vous fâchez? Tout à l'heure, vous avez dit qu'on vous faites rire. Pourquoi? Vous me faites rire parce que je ne comprends pas votre analyse. Laurent, qui pour moi est quelqu'un de très lucide sur ce plan, mais il est rentré tout de suite sur la même ligne que M. Loco. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? S'il avait dit que les chaînes publiques ne réclament plus rien, je vais accepter. Le courant ici. Mais écoutez, combien de projecteurs avons-nous allumés ici pour que l'image soit aussi belle? Qui paye? Quand vous faites un reportage pour la HAC, vous connaissez le nombre de temps que vous passez sur un bon montage pour faire un reportage pour la HAC? Le transport pour y aller. Donc vous voulez qu'ils disent qu'au moins les privés... Vous savez, il peut le dire pour le public. Le public, normalement pour moi, ça c'est moi ma conception. Le public a combien d'organes de presse? Attendez, je viens. Il y en a pas mal, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais les différentes radios à la FIA, un peu partout, comment on appelle, l'OETB. ABP est fermé depuis, vous savez ça, non? Depuis, hein. Mais attention, j'ai même vu un ancien confrère de ABP. Vous êtes sûr de l'information? Oui, mais ABP est fermé depuis. J'ai même vu un ancien confrère de ABP mardi dernier à Godemain qui me disait, vous savez, on a fermé, moi-même je suis à la maison, j'ai ouvert un petit truc à la maison que je gère. Il a ouvert un petit ABP. Écoutez, vous voyez, pour moi, le public, normalement, comment on appelle les organes de service public, pour moi, ne devraient même pas chercher à faire du bénéfice. Parce que eux, ils sont là pour servir le droit à l'information du peuple. Et ça, c'est un travail régalien. Ça revient à l'État de le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Pour moi, s'ils arrivent juste à équilibrer même leur compte simplement, c'est-à-dire ce que l'État vous donne, si vous pouvez ramener les mêmes sous à chaque fois, pour moi, ça va déjà, sans faire de bénéfice. Parce que c'est un devoir pour eux. Ça, c'est eux, ça. Mais le privé qui a organisé sa chose, ne lui demandez pas de venir vous faire des reportages gratuitement. Pourquoi? Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Bon, est-ce que la HAC, il n'y a pas un budget qui est alloué à la HAC pour son fonctionnement? Oui, mais... Oui, mais s'il y a un budget qui est alloué à la HAC pour son fonctionnement... Si vous avez compris ma logique, j'ai dit clairement que c'est bien beau ce qu'il dit, mais qu'il faut travailler pour l'aider à la presse privée. Dès lors qu'on a l'aide à la presse... Il a promis, moi-même, dès lors qu'il a l'aide à la presse privée, il a dit clairement, le problème ne se pose pas. Et ça, j'ai applaudi. C'est quand on n'aura pas l'aide à la presse privée que moi, je pourrais rentrer dedans. Voilà. Mais là, j'ai dit, si il peut se battre pour avoir l'aide à la presse privée aux médias privés, je crois que le problème est réglé. Parce que donc le préalable, c'est ça d'abord. Si vous êtes d'accord avec moi. Sinon, moi, je rentre dedans tout de suite. Moi, je ne vais pas rentrer dedans. Sinon, si le président de la HAC n'avait pas dit qu'il allait se battre pour qu'on ait l'aide à la presse, cela se comprendrait. Ok, que l'aide vienne d'abord. Qu'il ait déjà dit avant de faire ce communiqué. Voilà, que nous sachions que ce droit à l'information... De toute façon, je ne crois pas que Eden TV fait des factures à la RAC depuis que nous comprenons. Non. D'autres médias le font, mais nous n'avons jamais fait ça. En tout cas, voilà. Sauf erreur de ma part. Bon. Non, vous ne vous trompez pas. Moi, je dis, je répète, que l'aide vienne d'abord, avant qu'on ne demande de telles choses. C'est important. Vous ne pouvez pas imposer cette condition. Non, mais c'est essentiel. Les gens... Attendez. Je vous explique pourquoi. Attendez qu'on ramène l'église au cœur du village. La HAC travaille au quotidien. La HAC travaille au quotidien, mène ses activités. Non, mène ses activités qui ont besoin de couverture. Si on va attendre, ça veut dire qu'on ne va pas couvrir ces événements. Il faut qu'on couvre. En tout cas, chacun son avis. L'église... Et je pense que c'est normal, en tout cas. L'église est en pleine possession pour aller au village. Donc on veut ramener l'église au cœur du village. Attendez qu'on ramène l'église au cœur du village. Nous sommes en pleine procession avec les évêques, les prêtres, les religieuses. Donc quand on sera au milieu du village, au cœur du village. L'église au cœur du village, c'est aussi l'aide à la presse. C'est de ça
Oui, justement, j'en ai parlé. C'est ça, pas le président, si vous ne comprenez pas l'église qui va au centre du village, c'est ça. Voilà. Alors, Oumar Riandou, je pense qu'il est 8h53 minutes. On va observer une pause bien. Vous avez envie de parler encore. Vous avez le temps de parler un peu plus sur le forum de la rédaction. D'accord? Bon, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, je sens que vous voulez. Non, pas du tout. Ça dépend de l'actualité. Quand l'actualité s'y prête, pourquoi ne pas éclairer le. L'actualité, maintenant, c'est une actualité qui n'est pas donné à tous les journalistes. Oui, mais tout le monde ne commande pas. Parce qu'avant-hier, j'ai failli déposer ma carte de presse. Et les gens ont raison finalement. Parce que nous sommes dans une situation assez délicate. Il faut faire très attention. Nous sommes à la veille d'élections générales. Nous sommes à la veille. Oui. Voilà. Donc il faut faire attention. Laurent, je ne peux pas partir de ce studio sans parler des commentaires que l'on lit sur nos pages, nos émissions, quand c'est posté. Une personne dit que nous, on a peur. Les journalistes, on sent la peur en nous. Mais moi, est-ce que lui ne trouve pas que c'est normal? Est-ce que c'est une peur que d'avoir peur? Non, c'est normal qu'on ait peur. J'ai dit quelque chose. Il faut que ceux qui nous suivent comprennent. Non, c'est pas une question de peur. Nous sommes des humains. Mais quand même, on parle. Moi, j'estime que c'est pas une question de peur. Moi, j'estime que les gens doivent comprendre que on ne va pas se livrer, en tout cas, sur un plateau d'os. Est-ce qu'ils viendront nous donner à manger ici quelque chose? Non, c'est même pas ça. C'est-à-dire que si vous livrez gratuitement sur un plateau d'os politiciens, ils vont manger cru. Et les autres seront à la maison pour dire encore. On sent que ceux qui nous suivent, ceux qui font les commentaires, ils ont envie qu'on livre, qu'on donne. Si vous prenez 32 commentaires, c'est peut-être un commentaire qui dit ça. Oui, ben je m'adresse à la personne. Comme on dit, on sent qu'ils veulent qu'on aille plus fort. J'estime que c'est un non-lieu. On reste professionnel. Moi, j'aimerais dire J'aimerais dire une chose à ce téléspectateur-là. Lui, il veut qu'on aille avec beaucoup d'émotion dans les choses. Non, il faut faire très attention. Nous sommes des journalistes. Il y a des règles dans notre métier que nous respectons. C'est essentiel. C'est les faits que nous commentons. S'il n'y a pas de faits, on ne commente pas. S'il n'y a pas de déclaration, des journalistes de caniveau. Oui, mais il y a un moment, il y a eu ça dans le Bénin. Je suis journaliste de caniveau et je pense à. Je fais un clin d'œil à notre doyen Ephraim Kenom. Ephraim Kenom, c'est lui qui. Nous ne pouvons pas faire de débat de boutiquier ici. Tout ce que nous disons peut nous être reproché. Et nous avons cette épée de Damoclès là sur notre tête à tout moment. Voilà. Et à tout moment, on est obligé de respecter la déontologie et l'éthique de notre métier. C'est essentiel pour nous. Et puis aujourd'hui, deuxième chose qui rentre dans le fait qu'aujourd'hui, il peut sembler que les journalistes aient peur, c'est que les politiques n'ont aucune estime pour le journaliste aujourd'hui. Au point où c'est comme une fourmi qu'on peut écraser, passer, voilà. Donc, d'ici on tombe dans les mailles, ils vont pas hésiter à nous appliquer la rigueur de la loi. Donc, que les téléspectateurs nous comprennent aussi, on va avec beaucoup de pincettes sur beaucoup de choses. Qu'ils souffrent que de temps en temps, on attend que les faits deviennent vraiment, les faits soient véritablement avérés, comme on dit, véritablement avérés. Ça, il y a une tautologie, mais je répète, qu'ils nous concèdent cela un tout petit peu, parce que nous en avons besoin aussi. Il y a des gens qui mangent grâce à ce que nous faisons, on fait vivre nos familles, ou bien roulant les enfants. Moi, j'estime véritablement que les gens veulent nous... En fait, si vous suivez les commentaires, vous allez faire des bêtises. C'est ça. Vous serez seul à répondre. J'ai vu dans l'affaire Ronvi, quand on a fait des commentaires ici, les gens nous attaquaient. Moi, personnellement, les gens m'ont insulté proprement parce qu'ils voulaient que je dise que Talon est mauvais, que c'est Talon qui a envoyé chercher Ronvi. Moi, je ne le dirai pas comme ça, même si je sais que c'est ça. Je ne le dirai pas de cette manière. Parce que la manière aussi compte. Mais écoutez, vous imaginez... Ceux qui vous encouragent à ça, s'ils viennent sur ce plateau, ils ne diront pas ça. Voilà. Ceux qui m'encouragent aussi, ils ne diront pas ça. D'abord, est-ce qu'ils veulent même venir? Ils ne veulent pas venir. Écoutez, l'autre chose aussi, c'est que une petite erreur peut valoir la fermeture d'Eden TV. Voilà. Et c'est des pères de famille qui mangent ici. C'est ça. Moi, je le dis clairement. C'est vrai que peut-être j'ai d'autres cordes à mon arc, mais est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Non. Et tout ce que je sais, c'est pas ça, tout ça que je dirais sur le plateau de télévision. En off, je peux dire beaucoup de choses. Mais sur un plateau de télévision, je suis obligé de mettre des limites, porter des gants, des limites. J'ai fini une émission, je rappelle que cette personne que vous connaissez très bien m'appelle, vous dit, mais Laurent, tu as tellement porté des gants aujourd'hui. Il dit, oui, il fallait porter les gants aujourd'hui. Parce que c'est aussi sensible ce dossier. J'estime que je demande aux téléspectateurs de parfois être tolérants, comprendre que oui, notre métier, nous ne sommes pas des activistes politiques. C'est clair.
nous ne sommes pas des activistes politiques. Nous ne sommes pas des influenceurs non plus. Nous ne sommes pas des influenceurs. Nous sommes des journalistes et nous devons pouvoir rester dans un cadre formel pour faire ce que nous devons faire. Merci. Merci à vous. Merci Oumar Diandou. Merci Laurent Roland. Merci aussi aux téléspectateurs qui, pour leur indigence, qui voient en nous des pro-talents ou des opposants. Un journaliste reste un journaliste et il fait son travail. Moi, je suis opposant pour eux, donc du coup, mais depuis là, ils ne m'ont pas amené ma carte de membre d'opposant. J'attends toujours ça, quoi. Voilà, alors que moi, mes convictions font dire à certains que je suis plutôt proche du président Patrice Talon. Il n'en est rien du tout. Ce sont mes convictions. J'aime le beau, j'aime ce qui est propre. J'aime un Bénin moderne. Donc, s'il fait des choses qui vont dans ce sens, j'aime la finesse du président Patrice Talon. Laurent, vous attendrez longtemps votre carte d'opposant. Ma carte de mouvement.